Bonjour Excellence, la mulți ani et félicitations pour la fête nationale du Maroc, du Royaume du Maroc. Nous avons tous célébré hier soir chez l'Opéra national de Bucarest la fête du trône. Pourquoi la fête du trône et la fête nationale du Maroc? Mulțumesc, d'abord, comme vous dites. Pourquoi? La question est simple. Nous n'avons qu'une fête nationale. C'est la fête qui commémore le jour où Sa Majesté le Roi a mis le pied sur le trône du royaume. Voilà, c'est la seule fête nationale. Les autres fêtes sont des fêtes importantes, comme la fête de l'indépendance, mais ce n'est pas le même symbolique, ce n'est pas la même charge émotionnelle que la fête du trône. Dans votre discours hier soir, vous avez présenté les plus importantes réalisations dans les dernières 2 décennies et demie de l'économie, de la culture, parce qu'on sait que pour avoir une culture forte, on doit soutenir les artistes, l'art traditionnel, la culture traditionnelle, il y aura toujours, mais pour avoir des professionnalistes qui peuvent créer chaque jour la nouveauté dans ce domaine de la culture très riche, on doit soutenir avec d'argent. Alors, sans avoir une économie forte, c'est seulement un rêve, la culture grande qui se peut s'imposer devant les autres. Nous sommes nous. Alors, quelles sont donc les plus importantes réalisations économiques qui ont emprunté la culture? Et le Maroc, c'est une très vieille nation. C'est même dans le bassin méditerranéen la plus vieille nation centrale qui n'a jamais perdu sa souveraineté. Même durant le protectorat français, le Maroc n'a pas perdu sa souveraineté. Et ça explique l'extraordinaire accumulation de toutes les influences de civilisation qui ont marqué l'histoire du Maroc. D'ailleurs, dans la constitution marocaine, et particulièrement dans son préambule, le Maroc est défini comme un pays africain, arabe, méditerranéen, avec des racines hébraïques et amazighes. Donc c'est une personnalité polyforme qui est admise en tant que telle par, je dirais, l'institutionnel et le politique. Et ceci explique l'extraordinaire richesse culturelle du Maroc. D'abord, l'architecture. Nous avons une architecture que vous retrouvez même en Espagne, si vous allez à l'Alhambra, c'est de l'architecture marocaine pure, que nous continuons à élaborer, à édifier, à produire. Ça n'a pas changé. Et nous avons une extraordinaire richesse musicale. Vous avez entendu hier une musique qui remonte à l'Andalousie. Andalousie, en arabe, ça veut dire le pays des Vandales. C'est le royaume des Vandales. Et il est évident que lorsque les musulmans d'Afrique du Nord, c'est-à-dire du Maroc, avaient conquis l'Espagne il y a plusieurs siècles, il est évident qu'ils ont amené avec eux beaucoup de caractères de civilisation, beaucoup de caractères historiques, et ils ont amené avec eux, après la Reconquista, en 1492, ils ont ramené avec eux tout le patrimoine de la péninsule ibérique, qui est un patrimoine extraordinairement varié. Il est chrétien, il est juif, il est musulman, il est celtique, il est. Donc, ce microcosme Maroc est en fait d'une complexité extraordinaire. Évidemment, ça rejaillit sur l'esprit d'entreprise, ça rejaillit sur la manière dont l'éducation des enfants se fait, comment ils sont ouverts à la créativité,
la production, etc. Et vous avez très, très clairement deux grands secteurs. Un secteur de l'artisanat, qui est extrêmement puissant, parce que l'artisanat marocain, le savoir-vivre marocain, a gagné le monde entier. Et ceci n'a pas empêché l'ouverture sur les nouveaux arts. Cinéma, par exemple, le Maroc est extrêmement riche, et depuis longtemps. Nous avons maintenant un festival de Marrakech qui est l'un des plus grands festivals du monde, où tout le Gotha du cinéma mondial a l'habitude de se rencontrer, avec beaucoup d'activités autres que la projection de films. Il y a des ateliers, des masterclass, et Marrakech est devenu une plateforme de cinéma mondial, parce que traditionnellement, le Maroc, notamment à Ouarzazate, la fameuse ville du cinéma, depuis 70 ans, la lumière de cette ville est telle, très particulière, que beaucoup de grands films ont été tournés à Ouarzazate. Nous sommes extrêmement actifs dans les jeux, par exemple. Nous avons une très grande industrie de jeux électroniques. Nous avons une très grande activité dans la nouvelle musique, ce qu'on appelle au Maroc la musique boulevard, qui sont des groupes extrêmement actifs et qui font beaucoup de choses qui sont connues dans le monde entier. Bon, c'est ça le Maroc. Le Maroc, c'est de l'industrie, c'est des réacteurs, c'est des automobiles, mais aussi c'est de l'art et de la créativité. Hier soir, un des plus émouvants moments a été l'hommage des professeurs roumains qui ont enseigné en Maroc. Pourquoi avez-vous voulu présenter cet hommage à ces professeurs? Ils ont des mémoires fantastiques de leur jeunesse, avec les résultats qui ont obtenu avec les étudiants et les élèves du Maroc. Bien, pourquoi? D'abord, pourquoi la Roumanie? Parce que lorsque nous avons obtenu notre indépendance, l'infrastructure de l'éducation était extrêmement limitée. Le protectorat français n'a pas beaucoup investi dans le système d'éducation. Pour vous donner un chiffre, en 1956, le nombre de bacheliers marocains ne dépasse pas 60. Nous sommes aujourd'hui à plus de 200 et quelques mille bacheliers, c'est-à-dire le saut extraordinaire qui a été fait. Et pourquoi la Roumanie donc? C'est parce que lorsque l'indépendance a été récupérée, recouvrée, il fallait résoudre le problème des écoles. Créer des écoles, construire des écoles et trouver des professeurs. Et où est-ce qu'on trouve des professeurs? Quand on n'en a pas formé chez soi, on va les chercher chez le voisin. Et à l'époque, on n'était pas dans des termes, disons, positifs avec la France. Et on s'est tourné vers les zones francophones. Quand vous voyez la carte de ceux qui, dans la francophonie, peuvent offrir un potentiel humain de formateurs significatif, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Vous avez le Canada, mais il est loin. Et ils ne sont pas nécessairement motivés. Dans l'Europe, il n'y a pas beaucoup de pays qui avaient le profil de la Roumanie à l'époque, qui était très francophone. Donc, naturellement, la Roumanie s'est imposée. En plus, on avait d'excellentes relations avec la Roumanie. Et même si les profs ne sont pas toujours au niveau supérieur de maîtrise du français, mais quand vous enseignez des sciences exactes, la biologie, la physique, la mathématique, la langue n'est pas tellement importante, puisque c'est des concepts scientifiques universels que vous pouvez travailler. Mais ça n'a pas empêché cette extraordinaire, je dis famille, de plus de 800 professeurs, hommes et femmes, et qui ont quelquefois passé 10, 15 ans au Maroc. Et ça a commencé à la fin des années 60, et ça s'est terminé à peu près au milieu des années 80. Donc il y avait des gens nécessairement déjà adultes quand ils étaient venus à la fin des années 60, et on les voit aujourd'hui, ils ont 94, 95 ans, et c'est merveilleux. Donc il fallait
quelque part, rendre hommage à cette collectivité qui a joué un rôle important au Maroc. Ils ont formé des générations de scientifiques et fait que le Maroc partage aussi avec la Roumanie cette excellence dans les matières scientifiques et notamment des mathématiques. Ils sont très bons et pour vous donner un exemple, l'année dernière, pas plutôt cette année, dans les concours des grandes écoles françaises d'ingénieurs, polytechniques, etc., le Maroc s'est taillé la part du lion. Je crois qu'on a plus de 40 qui ont été admis à Polytechnique Paris. C'est considérable. Considérable. Et pas seulement. L'école centrale, c'est pareil. Et aujourd'hui, on voit dans les autres pays le même phénomène se dérouler. Cette excellence scientifique est aujourd'hui reconnue. Le niveau des mathématiques au Maroc est extrêmement élevé. Tout cela a une incidence considérable sur les métiers d'aujourd'hui, sur la digitalisation, sur l'intelligence artificielle, parce que vous êtes exclusivement dans des concepts et algorithmes mathématiques qui sont tout à fait en ligne avec le profil que nous avons obtenu. Et quand on voit les semences qui ont été semées dans les années 70, ben c'est grâce aux Roumains. Maintenant, de mathématiques en musique, un concert exceptionnel avec l'orchestre de musique arabe andalusien de Fès. Pourquoi avez-vous choisi cet orchestre? La première raison, c'est que d'abord je le connais très bien. C'est probablement, encore aujourd'hui, la première formation en qualité et en respect de la tradition musicale andalouse. C'est la première au Maroc. Et sans discussion aucune. La deuxième raison, c'est la qualité même de la musique andalouse. C'est une musique de synthèse, c'est une musique de convivialité, de tolérance. C'est la musique qui est née d'un cerveau qui est venu de Bagdad, Ziryab, qui est un artiste, un poète et qui est un homme du savoir-vivre. On peut dire aujourd'hui la plupart des traditions de la table, qu'on dit françaises, non. C'est Ziryab qui les a inventées, la fourchette, le couteau, et tout le style d'arrangement de la table. Les grandes décisions avaient été prises du temps de Ziryab, bien avant Louis XIV, bien avant. Et dans la musique, pareil. Il a révolutionné un certain nombre d'instruments. Par exemple, le luth que vous avez vu hier, c'est lui qui a rajouté une corde et qui a permis donc d'élargir la gamme que joue le luth. C'est lui qui a normalisé avec des normes, la nouba. La nouba, c'est comme si vous dites un poème symphonique, une symphonie. C'est lui qui a mis de l'ordre dans cette musique avec des mouvements précis. Des gens ne comprennent peut-être pas toute la subtilité de cette musique, mais intuitivement, ils l'aperçoivent. Il y a des mouvements lents, il y a des mouvements rapides, et une nouba dure des heures, et elle est calculée par rapport à l'heure de la journée. Par exemple, hier, ils ont joué des extraits qui sont ceux du matin, ou ceux du fin d'après-midi, du crépuscule, et ça se retrouve dans les rythmes, dans les mélodies et dans la poésie. Et c'est une musique qui est une caractéristique fantastique. Elle est un patrimoine commun des musulmans et des juifs. Si vous allez en Israël aujourd'hui, il y a pratiquement une demi-douzaine d'orchestres andalous sur le modèle marocain. Ni tunisien, ni algérien, modèle marocain. Et dans les synagogues au Maroc, à ce jour, les pioutes, c'est-à-dire les prières, les psaumes, sont chantés avec la musique andalouse. Et c'est une musique qui a tellement de sonorités communes avec les musiques médiévales. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de choses que vous avez entendues hier, qui vous rappellent du Bach, qui vous rappellent certains rythmes, les danses de l'Italie du Sud.
C'est absolument clair. C'est des danses intégralement originaires de la rythmique et de la mélodie andalouse. À propos des traditions, vous étiez habillé avec un costume traditionnel hier soir, comme tous les musiciens. La djellaba que je portais est ce qu'on appelle la djellaba hafidiyya. La djellaba est vieille comme le monde, mais celui qui l'a systématisée dans sa forme, c'est le roi Moulay Hafid, il y a 120 ans. Cette djellaba, elle s'appelle Hafidiyya, du nom de Moulay Hafid. Elle est faite à partir de laine, tissée dans un village, un seul village, dans le sud du Maroc, dans la montagne, à Bzou, dans la région d'Azilal. Jusqu'à ce jour, les femmes tissent. La laine, c'est une laine de montagne et elle est extrêmement fine. C'est pour ça que le bziou, on dit djellaba, bziouia. Elle est très fine. Quand vous la portez, elle est transparente quasiment et très légère. Et ce qu'on porte dessous, c'est en général des habits qui sont un peu communs, je dirais, à toute la région. Il y a ce qu'on appelle le jabador. Manifestement, il est partagé avec les Turcs. Ce que je vais en bas, au-dessous de la djellaba, mais fait avec le design marocain du XVIIe siècle, essentiellement. XVIIe, XVIe, XVIIe siècle. Et les papouchi, les babouches, non, papouchi. C'est les babouches, oui. C'est des chaussures sans talons. L'une des qualités de ces babouches, d'abord c'est fait entièrement à la main, et il y a beaucoup de civilisations anciennes qui ont en partage des chaussures sans talons, et notamment le Japon. Si vous allez au Japon, vous trouverez exactement les mêmes babouches. Mais il n'y a pas que le Japon. Si vous allez chez les Indiens d'Amérique, vous trouverez qu'ils ont des chaussures équivalentes de chaussures, il n'y a pas de talons. Et ça, c'est une caractéristique des vieilles civilisations. Le talon est vraiment moderne. Il n'a pas été... Il est militaire, le talon, pour parler sérieusement, il est fait pour des usages militaires. Ce n'est que, il y a maintenant presque 2 siècles, que le talon est devenu civil. C'est-à-dire qu'il a remplacé les chaussures plates sans talon. Et cet habit et ces chaussures jaunes, c'est le standard du vêtement officiel. C'est vraiment, dans toutes les cérémonies officielles au Maroc, les gens sont habillés avec cette djellaba. En plus, avec un selham, qui est une sorte de manteau sans manches qu'on met au-dessus de la djellaba. Vous avez parlé hier soir d'un partnership, d'un partenariat stratégique entre les deux pays, Maroc et Roumanie. Quelles sont les principales directions d'action? Il a fallu que la Roumanie fasse sa transition d'un modèle communiste à un modèle libéral. Dans cette transition, la Roumanie a perdu beaucoup d'activités. Et j'en sais quelque chose, puisque j'achetais beaucoup de produits roumains dans les années 80 et 90. Et petit à petit, après la Révolution, je voyais que le tissu industriel roumain était en train de disparaître. Donc, ce tissu productif qui devait alimenter le commerce bilatéral a disparu. Donc, on était mal à l'aise. De l'autre part, on a subi une grave crise économique et financière au milieu des années 80, donc un peu avant la Révolution roumaine. Et ce n'est que lorsque vous avez adhéré à l'Union européenne que les systèmes économiques sont entrés en symbiose un petit peu. Et on a fait Dacia à Tanger, on a fait beaucoup de petits investissements dans le domaine de l'électronique et même dans les services informatiques. Et de plus en plus, nous sommes en train d'élargir la gamme des partenariats possibles parce que les conditions maintenant sont réunies, alors qu'elles n'étaient pas. La transition est très difficile en Roumanie, elle n'est pas terminée d'ailleurs,
Et chez nous, le résultat des réformes que Sa Majesté a introduites, maintenant, il commence à apparaître, à sortir, à devenir palpable pour le citoyen marocain, mais également pour la communauté étrangère. Le tourisme, c'est très important pour tous. Le Maroc est ouvert depuis toujours. Quand je dis aux gens, savez-vous la première ambassade du Maroc, quand elle a été ouverte et où? Personne ne répond. Notre première ambassade du Maroc à l'étranger, c'est à Londres, en 1600, au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle. C'est une présence, c'est une diplomatie extrêmement ancienne, qui a gardé toutes ses vertus d'accumulation, d'expérience, de crise, de guerre. Tout cela est résumé dans notre façon d'être et de penser. Et donc le voyageur avait toujours tendance à exagérer l'aspect exotique. Mais c'est aussi positif parce que le mythe Maroc remonte à beaucoup d'années, je dirais à la fin du XIXe siècle, il y avait un mythe Maroc, il y avait les peintres, notamment français, qui viennent ici, Delacroix, etc., qui trouvaient dans la lumière marocaine une grave, puissante, influente source d'inspiration. Il y a tellement à voir au Maroc. C'est un des pays où il y a plus de 7 villes millénaires. Et ça explique aussi pourquoi l'attrait culturel est plus important que l'attrait plage. Il y a des plages, nous avons 3600 km de plages, mais le tourisme d'aujourd'hui, il va chercher la réalité, l'authenticité et la vérité. Et pas à la plage, il la cherche dans le culturel, dans le bâti, dans l'architecture et dans la gastronomie. Vous êtes le président du GADEF, le groupe des ambassadeurs diplomates des États Institution francophones. francophone. Oui. Quels sont les objectifs de ce groupe? Ce groupe est l'extension de l'Organisation internationale de la francophonie. Les pays membres de cette organisation se retrouvent ici, donc en Roumanie, à Bucarest, pour essayer de poursuivre la mise en œuvre des objectifs de l'Organisation internationale de la francophonie. Ces objectifs sont nombreux. D'abord, ils sont culturels, ça va de soi. Ils ne sont pas dans l'ostracisme linguistique, non. Nous sommes francophones, c'est vrai, mais on ne rejette pas l'autre. On ne rejette pas l'anglophone, on ne rejette pas l'usophone, etc. C'est un point essentiel, parce que la francophonie regroupe des gens qui croient en la francophonie, tout en ayant leur propre personnalité linguistique. Deuxièmement, il est prouvé de plus en plus qu'on peut travailler facilement, confortablement avec le français. Et même dans le milieu scientifique, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'écueil, la frontière qui existe entre la maîtrise de la langue française et la communication avec les langues dominantes, notamment l'anglais, est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez en instantané la traduction parfaite de l'anglais vers le français, du français vers l'anglais, du chinois vers le japonais, etc. C'est cette révolution digitale qui nous oblige à réfléchir à l'après. Et notamment le fait que la Roumanie ait vraiment opté stratégiquement pour la francophonie est un facteur important. Vous avez maintenant presque 1 million de locuteurs français, ce qui est énorme, et vous avez plus de 110, 115 filières universitaires francophones. Manifestement, la Roumanie est le leader de la francophonie dans toute l'Europe orientale et centrale. C'est absolument clair. La traduction automatique que vous avez dans vos dispositifs notamment est en train de sauver la langue française dans son berceau historique. Le continent africain va être l'avenir de la francophonie. D'abord, la démographie est extrêmement dynamique, rapide. Et deuxièmement, le legs francophile ou francophone est toujours là. Donc, dans toute l'Afrique francophone, je ne serais pas surpris que
leur poids relatif dans la sphère des locuteurs en français augmente d'une manière absolument considérable. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a couvert l'essentiel de ce monde fabuleux qu'est Maroc-Roumanie. Merci beaucoup et Merci félicitations encore une fois. pour votre accueil.